Je ne supporte pas quand les gens disent qu'ils ont besoin d'un certain type de technologie pour commencer. Je pense que ces personnes sont des perdants et que c'est une mentalité de perdant et il faut vraiment sortir de cette mentalité. Salut, comment ça va? Tu vas adorer cette interview avec Sam Parr, le fondateur de The Hustle et l'animateur de My First Million. Nous discutons de l'approche progressive que Sam a adoptée pour conclure des affaires de plus en plus importantes tout au long de sa carrière. Et un peu sur l'esprit d'entrepreneur dispersé qui part dans tous les sens et comment le canaliser. Profite bien. Alors, as-tu le nom le plus facile à prononcer de tous les entrepreneurs qui existent? Ouais, c'est vrai, c'est bien Sam Parr. Mon nom complet est Samuel Joseph Parr, un nom très catholique, très du Midwest. Littéralement, la seule erreur que quelqu'un pourrait faire, c'est de mettre un seul R au lieu de deux à la fin du nom, non? Ça arrive pas souvent, ça arrive pas souvent, mais oui, j'ai un nom facile et simple. Je pense que c'est clairement un avantage. C'est pas comme si je connaissais un autre Sampar, mais c'est assez simple et distinct pour que tout le monde l'écrive et le prononce correctement. C'est bien pour l'image de marque. J'ai du mal. Il y a un chanteur country qui s'appelle Aaron Watson et qui est bien plus connu que moi. Donc, je dois commencer à réfléchir. Je peux même pas porter un chapeau original, sinon je deviens juste le Aaron Watson qui ne porte pas de chapeau de cowboy. Non, j'ai de la chance, je sais pas, le seul Sam Park que je connaisse, il y a un parc, d'État dans l'Illinois qui s'appelle, Sam Park State Park, mais le gars vivait dans les années, 1800, donc ça va pour moi. Sympa. Alors, on a un concept dans l'émission. On va appeler ça la montée en gamme des deals. D'autres personnes ont d'autres noms pour la même idée, mais je trouve que c'est un cadre vraiment utile, surtout pour les gens ambitieux. Ils essayent de gravir les échelons. Et s'ils passent de deals à 10 dollars à des deals à 100 dollars, ou s'ils passent de deals à 10 000 dollars à des deals à 100 000 dollars, c'est la même approche par palier que tout le monde doit traverser d'une manière ou d'une autre, que l'on soit ou non dans un poste de vente. C'est-à-dire apprendre non seulement à apporter plus de valeur, mais aussi à amener quelqu'un à signer sur la ligne pointillée pour un prix plus élevé. Tu as commencé par vendre des hot dogs. Et à ma connaissance, la plus grosse affaire que tu as conclue récemment, c'est la vente de ton entreprise pour des dizaines de millions de dollars. Et je sais pas si tu te souviens, tu as même commenté notre vidéo où on spéculait sur le montant pour lequel tu avais vendu l'entreprise à ce moment-là. Mais C'était qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dit? On essayait de deviner quel était le minimum. Et tu as dit, pas faux, mais pas juste non plus. En gros, tu étais dans quel était le minimum? quel chiffre as-tu dit? Je crois qu'on avait dit que c'était plus de 20 millions de dollars. Et peu de temps après, j'ai vu Tucker Max commenter sur un fil Twitter où quelqu'un avait fait la même supposition. Il a dit, ce n'est pas tout à fait ça. C'était certainement plus de 20 millions de dollars. Donc voilà, je peux dire ça. C'était le cas, oui. Et aussi, je possède beaucoup d'actions HubSpot, et la bourse est vraiment pourrie aujourd'hui. Mais à son apogée, elle avait triplé par rapport au moment où nous avions vendu. Ou bien, peut-être, 2,5 fois plus. Donc, et ça, mais c'est arrivé en quelques semaines ou quelques mois après notre vente. Donc le prix a presque changé de façon assez significative. Nous allons en parler parce que c'est vraiment incroyable. Je ne suis pas particulièrement technique. Je ne vais pas écrire le code qui va créer le prochain produit logiciel. Mais avoir une participation importante dans une entreprise technologique est une façon de profiter des tendances générales de la technologie. Mais revenons en arrière. Tu vendais des hot dogs. Tu devais trouver comment convaincre quelqu'un de t'en acheter, tu vois. Combien tu vendais les hot dogs à l'époque? Donc mes prix l'après-midi étaient différents de mes prix le soir. Tarification dynamique. Donc le soir, tu doubles les prix parce que c'est des gens ivres. Donc le soir, les prix allaient de 8 à 10 dollars. 10 dollars pour une saucisse d'environ un tiers de livre avec une boisson. Donc 10 dollars. Et pendant la journée, c'était la moitié de ce prix. Et donc, après avoir décidé de vraiment sauter le pas et d'essayer de lancer une entreprise, avant d'en arriver à The Hustle, qu'est-ce que tu vendais? Tu te vendais comme freelance ou tu te vendais comme employé? Non, donc quand j'étais à l'université, j'ai commencé à bidouiller sur Internet et j'ai créé une boutique en ligne qui rapportait environ 1000 dollars par jour à un moment donné, mais je n'ai pas fait les choses correctement. Je ne savais rien sur la déclaration des impôts, l'obtention d'une licence commerciale et ce genre de choses. Du coup, j'ai un peu tout arrêté. Les avocats de mon université m'ont dit oui, tu dois un peu tout recommencer et faire les choses correctement. Mais moi j'étais là, d'accord, je comprends, mais c'est quand même cool. J'ai appris à gagner des dizaines de milliers de dollars en vendant des trucs sur Internet. Donc j'ai essentiellement quitté l'école parce que j'ai contacté ce type par email
sans le connaître, qui possédait une entreprise appelée Air Bed and Breakfast à San Francisco. Et j'ai dit, je pense que ce truc va devenir énorme, est-ce que je peux venir vous rejoindre? Et il a dit oui. J'ai reçu une offre d'emploi chez Airbnb, mais à l'époque c'était tout nouveau. Je suis arrivé là-bas, j'ai quitté l'école, j'ai déménagé là-bas, et on m'a retiré l'offre parce que j'avais eu des ennuis et que j'avais déjà été arrêté. J'étais pas la meilleure personne à l'époque. J'ai fait des trucs stupides que j'ai regrettés. Et puis j'ai menti à ce sujet. Je leur ai pas dit que j'avais été arrêté. Et ils m'ont dit, mec, si tu nous l'avais juste dit, on aurait pu comprendre, c'est pas grave. Mais tu as menti. On peut pas embaucher des menteurs. Et ils avaient totalement raison. Donc je me suis retrouvé là-bas, sans rien. Alors j'ai rencontré un gars et on a monté une entreprise. Puis on l'a vendue. J'ai gagné à peu près 100 000 dollars avec ça. Rien de vraiment important. Qu'est-ce que vous vendiez dans cette entreprise? C'était une application pour trouver des colocataires. Au début, je faisais ça en personne. J'organisais en gros des soirées pour colocataires. Et donc tout le monde à cette soirée avait les mêmes préférences. Vous savez, c'était des personnes seules à San Francisco, mais louer un appartement d'une chambre était beaucoup trop cher. Et donc on aidait les gens à se regrouper par deux, trois ou quatre pour prendre un appartement. Et on gagnait de l'argent grâce à ça. Et quel était le tarif pour ce service? Je ne me souviens pas exactement, mais c'était dans les 300 ou 400 dollars par chambre. Donc, c'est un niveau au-dessus de vendre des hot dogs. Qu'est-ce qui était similaire et qu'est-ce qui était différent entre ces deux types de ventes? 10 dollars ou 300 dollars, c'est à peu près la même chose. Pareil. D'après mon expérience, c'était à peu près pareil. La différence, cependant, c'est la valeur. Ce que j'ai appris, c'est que tout tourne autour de la valeur apportée. Donc, la valeur que tu obtiens d'un repas n'est pas significative. La valeur que tu obtiens en trouvant un endroit où vivre est assez élevée. Donc le but du jeu, c'est de fournir autant de valeur que possible et de simplement prendre une petite part de ça, et ta part sera plus élevée si c'est quelque chose de grande valeur. Et théoriquement, un colocataire va avoir un impact pendant un an, alors que tu dis que le repas va avoir un impact pour un après-midi ou une soirée. Exactement, ouais, ouais. Donc c'était vraiment une question de combien de valeur tu peux apporter, et tu prends juste une fraction de ça. Donc la raison pour laquelle la vente était facile, c'est que 300 dollars, c'était évident. Les gens, et on avait en quelque sorte un système basé sur l'honneur. On disait simplement trouve un endroit. Et après, si tu le trouves grâce à nous, appelle-moi et on viendra récupérer l'argent. Et c'était tellement simple. Mais ensuite, à mesure qu'on gagnait de l'argent, on a fait la transition et on en a fait une application iPhone. Donc c'était un peu comme Tinder, mais pour les colocataires. Et c'était justement au moment où Tinder commençait à peine. Et franchement, c'est idiot. On aurait juste dû faire un Tinder pour les rencontres, non? Mais on a fait Tinder pour les colocataires. Et oui, c'était difficile, mais bon, c'était une bonne première tentative, je pense. Donc, si tu as vendu cette entreprise, tu as gagné 100 à peu près 100 000 ou quelque chose comme ça. Tu l'as probablement vendu pour, en gros, j'ai eu un bon boulot avec des primes, j'ai économisé mon argent et je suis resté là-bas pendant un an, et c'est à peu près tout. Donc, vendre cette entreprise, c'est un saut considérable par rapport à vendre quelque chose pour quelques centaines de dollars. Quelle était la différence ou quel était l'écart à ce niveau-là en termes de vente d'une entreprise? Je pense que je me sous-évaluais. J'ai commencé à penser en termes de centaines de milliers de dollars, et je me disais, c'est énorme. Ce que je n'avais pas compris jusqu'à cette année, c'est que les grandes entreprises ont besoin de gens comme moi. Des gens qui avancent vite et qui créent des choses. Parce que les grandes entreprises ont du mal avec ça. Et j'avais pas compris à quel point c'était précieux. Donc la plus grosse erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que j'ai probablement pas bien négocié. J'étais vraiment mauvais pour négocier. Et je le suis probablement encore. Maintenant, j'ai des gens qui le font pour moi, même si c'est juste ma femme, elle est douée pour ça. Mais oui, je me suis sous-estimé, je pense, pendant longtemps. Et ensuite, tu as lancé The Hustle peu de temps après ça. Non, j'ai quitté cet endroit après un an et un jour. J'avais un peu plus de 20 ans, entre 23 et 25 ans. Je pense que j'avais 20 ans, je ne me souviens plus. C'était en 2014. Donc j'avais 24 ans. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais organiser cet événement qui s'appelle HustleCon. Et HustleCon, c'était des entrepreneurs non techniques qui donnaient des conférences. Et je me suis dit, au mieux, je rentrerai dans mes frais. Au pire, je ne vais perdre que 10 000 dollars en organisant cet événement. Mais j'espère rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais m'associer ou quelque chose comme ça. Et j'ai organisé cet événement. J'ai décidé de le faire. J'ai pris la décision de l'organiser le 1er mai et je l'ai lancé. C'est devenu un événement vers le 14 juin, où j'ai oublié la date exacte, mais c'était 6 semaines. Donc j'avais 6 semaines entre la décision et le lancement. Et ça a généré environ 60 000 dollars de bénéfices.
Et ça a généré du bénéfice parce que j'ai créé une liste d'emails et j'écrivais des histoires sympas sur les intervenants et je me suis dit, c'est plutôt cool. Je m'attendais pas à ça. Donc en gros, j'ai vécu avec ces 60 000 $ pendant environ 8 mois et j'ai voyagé à travers le pays à moto. Et puis je l'ai refait. J'ai utilisé la même stratégie, simplement en créant une newsletter sur les intervenants et cette fois, ça a généré entre 200 et 300 000 $ de bénéfices. Et je me suis dit, d'accord, c'est cool, j'aime bien ça. Je veux pas devenir un gars des conférences. J'aime pas gérer ce genre de business, c'est difficile. Mais j'ai réussi à faire en sorte que beaucoup de gens remarquent mes écrits. Créons une entreprise de médias parce que si tu regardes sur mes murs derrière moi, j'ai affiché mes héros. Il y en a 3 ou 4 qui viennent des médias. Et j'ai toujours aimé ces gars-là. Je me suis dit, merde, s'ils peuvent le faire, je peux le faire aussi. Alors j'ai décidé de lancer une entreprise de médias. Et j'ai simplement cherché quelle était la meilleure façon de le faire. Et j'ai décidé de commencer par l'email. Et donc ce projet d'email a été lancé en gros le 20 avril 2016. Donc, tu vendais des billets pour ces événements, mais tu devais aussi décrocher des sponsors, j'imagine. Ah, Ouais. Et tu vendais aussi, il fallait des sponsors. sur la newsletter aussi. Eh bien, il a fallu environ 1 an pour obtenir de vrais revenus de sponsoring. Les sponsors veulent voir que tu es capable de le faire. Donc, pour être honnête, je vivais juste avec les revenus des billets. Mais oui, donc au moment où on avait terminé, peut-être que une fois qu'on est arrivé à notre troisième événement, on faisait 3 ou 400 000, je pense, en chiffre d'affaires. Et c'était à peu près moitié sponsor, moitié billets. Et puis on a lancé la newsletter. Et on a eu cette newsletter qui avait déjà des dizaines de milliers de personnes rien qu'avec la conférence et on l'a simplement basculé. Et puis, grâce à pas mal de blogging, j'ai réussi à nous amener à 100 000 très rapidement. Donc en gros, on est passé de 0 à 100 000 en à peu près 1 an. Et on a commencé à ajouter des publicités. Je vais donner une estimation approximative des chiffres. On a commencé à avoir des sponsors dans la newsletter, quelque part entre 50 000 et 100 000. Je me souviens pas exactement, mais je me rappelle que c'était mon objectif avec l'équipe et tous les événements qu'on organisait. On dépensait environ 25 000 $ par mois. Et je me suis dit, je vais aller chercher des sponsors pour 30 000 $ par mois. Et ces 5 000 $ de bénéfices nous donneront assez de marge pour embaucher un commercial. Et donc, je l'ai fait. Ça m'a pris environ 2 mois et je l'ai fait. Ensuite, on a embauché un commercial. Et en 2 mois à peine, on est passé à environ 100 000 $. 100 000 $ par mois en publicité mensuelle. Donc, c'est génial d'embaucher quelqu'un qui peut vraiment faire bouger les choses comme ça. Mais comme tu vendais juste assez pour maintenir l'entreprise à flot, qu'est-ce qui était similaire dans toutes ces ventes passées? Les hot dogs, les billets, les colocataires, et qu'est-ce qui était nouveau? Qu'est-ce qu'il fallait apprendre de nouveau? Ce qui était pareil, c'est que je gardais toujours les choses très décontractées. Mais à mesure que tu grandis et que tu prends de l'ampleur, en réalité, c'est plus décontracté. On a conclu plusieurs contrats à 7 chiffres chez Diosol. Ceux-là ne sont pas décontractés. Ils sont très cadrés et ils sont vraiment difficiles. Mais quand j'ai commencé, je vendais par exemple mes tout premiers sponsors, c'était Low Trades et Wellsfront, et je leur ai facturé 1 000 $. Et c'était un peu à la débrouille. Genre, c'était un peu comme un deal de rue où je disais juste, mec, donne-moi 1 000 balles. Et si ça marche, tu refais de la pub. Si ça marche pas, t'as juste perdu 1 000 balles, tu me fais un virement sur Venmo. Franchement, c'était vraiment pas fait dans les règles. Et peut-être qu'ils ont même envoyé un chèque. Je me souviens plus, mais ils étaient en mode ouais, peu importe, ok mec, on va te donner une chance. Et on a fait ça. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit bon alors, quoi? C'est quoi une facture? Et ils m'ont dit d'accord, envoie-nous une facture. Et moi j'étais là, c'est quoi une facture? Donc j'ai dû chercher sur Google et j'ai trouvé un logiciel de facturation et ça mettait facture 001. J'ai dit laisse tomber. J'ai mis 0035. Donc c'est comme si c'était notre 36e facture. Je ne voulais pas qu'ils sachent que c'était la première fois que j'envoyais une facture. Et puis j'ai appris. D'accord, super. Tu as diffusé la pub. On te paiera dans 30 jours. J'étais là. Quoi? Vous ne me payez pas tout de suite? C'est fou. Donc apprendre ça, c'était différent. Mais je pense que c'est la seule façon de faire. J'ai une histoire très similaire. La première année de mon entreprise, l'une des entreprises du classement Fortune 500 ici en ville m'a contacté pour les aider à produire leur podcast de communication interne. Et littéralement exactement la même chose. Ils m'ont dit envoyez-nous une facture. Et littéralement, c'était genre invoicegenerator.com ou .net ou quelque chose comme ça. Et exactement la même chose. Je me suis dit ça peut pas être, tu sais, 001, on va mettre un, tu sais, un 2, 3 ou quelque chose comme ça au début. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire pour avoir l'air plus crédible. Et au début, même pour obtenir des sponsors, j'ai mis Ford comme sponsor, alors que je ne leur ai jamais parlé de ma vie. Mais je me suis dit, mec, s'ils voient Ford là-dedans, alors ils vont savoir qu'on est sérieux. Et c'est probablement illégal en fait, mais je l'ai clairement fait.
Ouais. Donc, je recommanderais peut-être pas ça à quelqu'un qui débute, mais cette pure mentalité de débrouille, c'est juste d'obtenir un contrat, peu importe la façon, du moment qui est légitime et qui est payé d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas très structuré. Et c'était pas structuré du tout? Avoir aussi la conviction qu'il y a quelque chose qui a de la valeur là-dedans. C'était pas comme si tu devais faire semblant d'avoir une liste de dizaines de milliers de personnes. Tu avais une vraie liste? Et encore une fois, on se sous-vendait vraiment. Donc très tôt, j'ai dit: «Je m'en fiche. Je vais pas», j'ai dit aux gars: «On va envoyer cet email à 50 000 personnes, payez-moi ce que vous voulez. Payez-moi 2 semaines après avoir vu les clics. Payez-moi ce qui vous paraît juste, je m'en fiche». Et c'est ce qu'ils ont fait et au final, j'ai pu facturer entre 20 et 30 par CPM. Donc après les 10 premiers clients, pour le suivant, j'ai dit: «D'accord, c'est 20 à 25 par CPM». Et les résultats de nos anciens clients sont ici, vous pouvez les voir. Donc c'était vraiment pour les tout premiers clients. Et en fait, c'est une bonne chose si vous êtes un annonceur. Vous trouvez des personnes comme moi qui sont là dès le début et vous en profitez parce qu'elles vont accepter. Vous savez, c'est une relation mutuellement bénéfique. J'arrive à ce que quelqu'un me fasse confiance, même s'il n'y a pas forcément de bonnes raisons de me faire confiance, parce que je suis un débutant. Et eux vont obtenir une bonne affaire. Donc c'est vraiment une relation très bénéfique pour les deux parties. Donc j'étais content qu'ils soient prêts à faire ça, et eux étaient contents parce qu'ils ont eu de la publicité à un prix inférieur. Donc ça a très bien marché, on a tous les deux. C'est assez rare, mais c'est une très bonne façon de le présenter. Un investisseur en capital risque ou tout simplement un investisseur expérimenté sur les marchés financiers cherche justement ces jeunes entreprises émergentes qui n'ont pas encore été reconnues ou appréciées à leur juste valeur. C'est rare qu'on pense aux acheteurs médias de cette façon, mais en réalité, c'est probablement ce que font les élites du secteur. Si tu es un bon acheteur média, c'est ce que tu fais. Tu trouves quelque chose qui a un petit public et tu achètes une année entière de publicité. Et ensuite, tu te rattrapes avec toute la croissance qu'ils vont connaître. Exactement, c'est l'une des meilleures façons de faire. Tu obtiens des offres incroyables comme ça. Je pense que tu serais fantastique si c'était le poste dans lequel quelqu'un te mettait. Parce que en écoutant My First Million, tu m'as fait découvrir Huberman et Hormozy, qui sont littéralement mes deux émissions préférées. Ce sont des incontournables pour moi maintenant. Tu l'as clairement, et ça vient probablement du fait de produire des médias, cette capacité à apprécier quand quelqu'un a ce petit truc avant le reste du marché. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. J'ai clairement ça et beaucoup d'autres personnes l'ont aussi. Mais quand tu vois quelque chose qui est intéressant et dynamique, je veux dire, si tu regardes les gens qu'on a embauchés, on a engagé plein de personnes inconnues. Et maintenant, ce sont vraiment des gens importants. On a environ 5 personnes qui sont devenues des pointures aujourd'hui. Et quand on les a embauchées, elles n'avaient même pas de compte Twitter. Donc je pense qu'on a vraiment fait du bon travail pour repérer les talents. Et donc, mais un bon acheteur média devrait être bon à ça. Donc, après avoir commencé à obtenir des annonceurs pour The Hustle, les prochaines choses que tu as vendues, d'après mes souvenirs, étaient les groupes Trends. C'était une sorte de communauté payante axée sur la recherche. Ouais, mais ça n'est pas arrivé avant environ 2 ans. Donc notre activité publicitaire faisait, je ne me souviens plus exactement, entre 500 000 et 1 million de dollars par mois. Et je déteste le business de la publicité. Je le déteste parce que il limite ce que tu peux dire, et ça me dérange pas de perdre de l'argent pour avoir la liberté d'expression. Mais le problème, c'est que mes collègues qui vendaient les publicités avaient des objectifs à atteindre. Et si je disais, tu sais, merde à Goldman Sachs, j'écris ce que je veux. J'ai aucun problème à nuire à Goldman Sachs, j'ai aucun problème à me nuire à moi-même, mais ça me faisait mal de savoir que Katie allait maintenant perdre de l'argent. Donc j'étais là dans ce dilemme, j'aimais vraiment pas ça. Alors on a décidé de lancer Trends 2 ou 3 ans après le début de l'entreprise. Et c'était un abonnement payant et une communauté payante. Et ça a décollé. Ça a vraiment bien marché tout de suite. Enfin, ça a plutôt bien marché tout de suite. Euh, Et qu'est-ce qui était nouveau avec cette vente? Parce que ce sont des abonnements récurrents. Ce qui est différent de beaucoup d'autres choses que tu as évoquées, même si une relation avec un annonceur pourrait être similaire, là, c'est une vente au consommateur. Qu'as-tu dû apprendre pour être efficace dans ce domaine qui n'était pas forcément vrai dans les autres ventes précédentes? donc en vendant de gros contrats publicitaires, tu sais, j'ai commencé par vendre un contrat à 1 000 dollars. Ensuite, mon équipe a commencé à vendre pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers, puis des millions. Et plus le contrat est important, plus cela prend de temps. Et c'est ce que j'ai appris. Donc, si c'est un contrat de 500 000 dollars, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de processus, tu dois utiliser beaucoup de jargon, tu dois répondre à des appels d'offres et tu dois devenir un fournisseur officiel, tu dois obtenir des autorisations pour ceci et cela. Et ça, c'est difficile. Les ventes aux entreprises sont difficiles, c'est ce que nous faisions. Avec un contrat de 300 dollars, j'ai beaucoup appris sur la tarification. Donc, deux choses principales à ce sujet. Premièrement, la rédaction publicitaire, je pense que c'est la compétence la plus importante, non seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie. Un bon rédacteur publicitaire, si tu apprends la rédaction, ça t'aidera même à trouver une femme ou un mari. La rédaction, en gros,
c'est comprendre ce qui motive les gens et les manipuler pour qu'ils fassent ce que tu veux. Donc par exemple, je veux convaincre les gens que l'esclavage c'est mal. Je vais utiliser ce qui motive les autres et je vais leur faire ressentir et être d'accord avec moi que c'est mal. Je veux qu'ils achètent ce produit. Alors je vais faire appel à leurs émotions et à leur vie et les amener à acheter ça, tu vois, peu importe quoi. Je veux rencontrer cette femme. Je veux qu'elle m'apprécie. Je vais essayer de comprendre ce qui la motive et je vais essayer de la faire m'apprécier. C'est ça en gros, le copywriting. Donc je pense que tout le monde devrait l'apprendre. Et je suis un copywriter pur et dur et j'utilise ça pour Trends. Donc Trends, c'était juste du copywriting. C'est ça qui a tout vendu. Et en fait, on a eu 50 000 dollars de prévente juste avec un document Word qui expliquait ce que c'était. Et ça a cartonné. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est la tarification. Donc les 299 dollars, on a facturé 300 dollars au début. J'aurais dû facturer soit 99 dollars, soit 2000 dollars. 399 dollars ou 299 dollars, c'est une zone grise. C'est mauvais. Il vaut mieux facturer moins cher, parce que 299 dollars n'est pas un achat impulsif. Mais la personne qui paye 299 dollars serait probablement prête à dépenser entre 1000 et 2000 dollars. Donc c'était une mauvaise tarification, mais on a quand même bien développé cette entreprise, même si c'était une erreur assez énorme. C'était presque une erreur qui aurait pu tout changer. Et quand t'en es-tu rendu compte? Parce que j'ai regardé Trends et c'est toujours à peu près dans cette fourchette de prix. Ouais, et pour deux raisons. Premièrement, quand on a vendu, HubSpot ne se soucie pas du chiffre d'affaires qu'on réalise. Donc franchement, je pense qu'on devrait. En fait, je vais en parler à mon pote, genre, mec, mets-le à 99 dollars. Rends-le juste moins cher. Mais ouais, si c'était moi le propriétaire, ce serait différent. Et puis, y a-t-il eu une autre grosse vente avant de vendre votre entreprise à HubSpot? Ou est-ce que c'est le coup de grâce ici? Non, on avait ce projet qu'on s'apprêtait à lancer, qui s'appelait Trends Guide. Et on facturait, je me souviens plus du prix exact, mais ça allait de 2 à 10 000 dollars. Et c'était un projet de recherche. Donc en gros, les entreprises qui voulaient savoir, The Hustle vous parle de l'actualité, Trends vous parle de tendances précises dans le monde des affaires. Et puis Guide était un niveau au-dessus. Et c'était comme, on va vous parler de niches très spécifiques et d'un modèle d'affaires très précis dans cette niche. Donc si vous le souhaitez, si vous êtes une entreprise de médias, vous payez 10 ou 20 000 dollars par an, et nous allons vous expliquer en détail comment The Hustle fait telle ou telle chose. Ainsi, vous, grande entreprise de médias chez Warner, pouvez savoir exactement ce qu'ils font et rester à jour. Et ensuite, vous pouvez rencontrer les autres acheteurs de cette offre, donc vous pouvez rencontrer les jeunes entreprises de médias cool, vous pouvez rencontrer les entreprises de médias plus anciennes, vos pairs, et nous pouvons tous discuter des tactiques que nous apprenons. Donc, et c'est presque comme un modèle Gartner. Et donc, nous en avons en fait prévendu un certain nombre. Nous avions probablement, je ne me souviens plus exactement, des dizaines de milliers ou 100 000 en prévente pour cela. Et c'était à peu près la même chose que de vendre un produit à 299, sauf que la seule différence, c'est que l'acheteur devait obtenir une sorte d'approbation. Donc, je suppose qu'avant, je pense qu'on devrait raconter cette histoire de vente à HubSpot, puis j'aurai une question qui reviendra sur ce sujet de trends, parce que je pense qu'il y a encore des choses intéressantes à explorer là-dessus. Vendrez votre entreprise, c'est la deuxième fois que vous vendez une entreprise, la plus grosse vente que vous ayez jamais réalisée. Vous n'allez pas me donner le chiffre exact ici, mais on peut dire des dizaines de millions de dollars, une somme d'argent qui change une vie. En quoi cela a-t-il été l'aboutissement de ces ventes précédentes? Je suis sûr que c'était très axé sur le processus, comme ces ventes publicitaires à 7 chiffres que tu as réalisées. Dans quelle mesure as-tu dû, je ne sais pas, les utiliser plutôt que d'acquérir de nouvelles compétences? J'ai fait une grosse erreur au début, et j'ai fixé un prix de référence. Quelqu'un m'a demandé quel chiffre tu recherches. Et j'ai répondu, ces entreprises se vendent généralement entre 2 fois et demi et 6 fois le chiffre d'affaires. Évidemment, ils vont commencer à 2 fois et demi. Et dès que j'ai dit ça, je me suis dit, merde, 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 je n'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Donc ça, c'était la grosse erreur, mais j'ai fait une chose vraiment bien, c'est que j'avais déjà reçu quelques approches en vue d'un rachat. Ils m'ont envoyé un email et j'ai été poli mais direct, et j'ai dit, ils m'ont envoyé un email en disant, salut, on veut s'associer avec toi. Et moi, je me disais, mais et dans le titre de la personne, il y avait développement stratégique. Et j'ai répondu, salut, écoutez, allons droit au but. Est-ce que vous voulez nous acheter? Si oui, dites oui. Sinon, vous savez, super, on peut parler d'autre chose. Mais si oui, je vais vous envoyer par email une liste de toutes les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas nous acheter. Et si l'une d'elles est un problème, on peut continuer à discuter. Et ils disent, oui, on veut vous acheter. Et je réponds, parfait. Voici un document qui explique tout ce qui ne va pas chez nous, parce que je sais que vous savez probablement déjà ce qu'il y a de bien chez nous. Je vais vous montrer tout ce qui ne va pas, et si c'est un point bloquant, non, pas de problème. Je leur ai envoyé ça, et ils m'ont répondu, non, rien de tout ça n'est un point bloquant.
Donc j'ai pensé, bam, c'est gagné. Et donc après ça, je me suis dit, ils vont nous acheter. La seule chose qui reste, c'est le prix. Et ça enlève aussi leur potentiel levier de négociation plus tard, quand ils pourraient dire, eh bien, on vient d'apprendre que vous, par exemple, ne portez pas de chapeau quand vous écrivez ou quelque chose comme ça. Exactement, exactement. Compris, c'est une bonne remarque. J'ai montré ça, j'ai genre montré tout de suite toutes les mauvaises choses, et en fait, rien n'était si grave. Mais j'étais là, je voulais que tu vois tout et que tu dises non rapidement. D'où tu tiens cette stratégie? Parce que tu étudies tous les différents entrepreneurs, tu lis les biographies. D'où ça vient? J'ai inventé ça parce que c'est un peu comme quand tu sors avec quelqu'un dans la trentaine, tu sais, t'as des amis qui sortent dans la trentaine, genre au troisième rendez-vous, ils demandent bon alors, tu veux des enfants? Et est-ce que tu me vois comme la femme ou l'homme avec qui tu voudrais avoir des enfants? Et quand tu sais, t'as plus 20, 22 ans, c'est pas ta première expérience. Tu peux pas juste genre ouais, passer 6 mois à espérer que ça marche quand tu sais, genre 37 ans et que tu cherches quelqu'un. Dès le deuxième rendez-vous, tu demandes bon, tu cherches à te marier, tu veux des enfants, combien d'enfants? Tu vas droit au but parce que vous êtes tous les deux sérieux. Donc je me suis dit, je vais utiliser cette approche. Je vais juste dire bon, allons droit au but. Tu essaies de nous acheter. Ok, super. Voilà pourquoi on n'est pas terrible. Qui nous veut toujours? Je voulais juste, je ne voulais pas perdre de temps. En traversant cette étape, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu à l'esprit seulement en discutant avec toi. Il y a toutes sortes d'histoires comme ça dans l'histoire des affaires où quelqu'un crée une entreprise, puis la vend à une plus grande entreprise. Et ensuite, je dis pas que HubSpot gère mal de hustle, mais il ne se concentre pas sur Trends en tant qu'entreprise. Et vous savez, Michael Rubin, qui, vous savez, est un actionnaire minoritaire des 76ers et a fondé Fanatics, il a vendu son entreprise puis l'a racheté à la société qui l'avait acquise, ou il en a racheté une partie pour diriger l'entreprise. Quand il Moi, je rachèterais The Hustle. The Hustle en entier ou spécifiquement Trends, Tout ce qui me laisserait, tout ce qu'il serait prêt à vendre. intéressant, parce que j'imagine que si les revenus de Trends n'ont pas vraiment d'impact sur les résultats et qu'ils vendent des logiciels d'opération CRM, donc il n'y a pas vraiment de lien direct comme une connexion de vente croisée entre ces deux communautés. J'imagine que si tu pouvais presque t'éloigner de ça, pas t'éloigner de la newsletter et du podcast, mais savoir qu'il y a toute une infrastructure derrière et te concentrer uniquement sur le réajustement des prix, le copywriting, la réflexion sur la stratégie à ce niveau-là. Ça me semble être, toi, si je devais parier, je ne sais pas, plus de 10 à 20% de probabilité pour l'avenir de Sampar. Je pourrais écraser ce business et je vais quand même le lancer un jour, comme une entreprise de recherche. Je pourrais en faire un chiffre d'affaires à 9 chiffres, c'est sûr. Et nos revenus publicitaires auraient aussi atteint des dizaines de millions de dollars cette année. Je ne regrette pas d'avoir vendu, parce que, avec les informations que j'avais à l'époque, l'état d'esprit dans lequel j'étais et les objectifs que je m'étais fixés, c'était la bonne décision. Mais oui, on serait beaucoup plus gros aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires. Et je pourrais cartonner avec Trends. Je pourrais vraiment bien gérer cette entreprise. Et je le ferai un jour. Alors, quelle est la principale leçon à retenir de Ted Turner? Je sais que c'est l'une des icônes des médias que tu admires. Qu'est-ce que tu as vraiment retenu en l'étudiant? Agir très vite. Je pense que, comme les petites entreprises, nous n'avons vraiment que deux avantages sur les grandes entreprises. La rapidité et la concentration. Et il agissait vraiment très vite. Il était aussi un outsider. Donc il venait de Géorgie, mais vous savez, Time Warner, le Time Warner Center, est en plein cœur de Manhattan. Et donc je pense que les gens ne le prenaient pas au sérieux parce qu'il avait un accent du Sud et qu'il venait du Sud. Et donc j'ai vraiment été inspiré par la façon dont cet outsider a réussi à le faire. Il a aussi gravi les échelons à la force du poignet. Il a commencé avec des panneaux publicitaires. Il possédait une toute petite entreprise de panneaux publicitaires, puis il a acheté une petite station de radio. Et ensuite, il a acheté une chaîne de télévision locale. Et puis, après environ 25 ans, il a créé CNN, et ça a pris environ 10 ans pour que ça fonctionne. Donc ça a pris beaucoup de temps. Donc la chose la plus importante, c'est que si tu veux faire quelque chose, c'est un avantage concurrentiel énorme d'être prêt à y consacrer 30 ou 40 ans. J'ai donc fait des centaines d'interviews de podcasts comme celle-ci. J'ai parlé avec tellement d'entrepreneurs différents dans toutes sortes d'industries en dévorant ces informations, probablement à l'excès, probablement au point de ne pas passer à l'action autant que je l'aurais dû, surtout au début de ma carrière. Mais c'est juste comme ça, je ne sais pas si c'est à cause de l'école ou de la façon dont j'ai été élevé ou peu importe, c'est comme ça que j'ai essayé de prendre la mesure de la situation pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Et je ne dis pas que tu n'as pas agi, mais tu es similaire dans le sens où toute ton émission consiste à dire
Hey, j'étais en train de faire des recherches sur cette entreprise obscure pour essayer de comprendre comment ces choses fonctionnent. Est-ce que tu es déconcerté quand tu parles à d'autres entrepreneurs qui ne pensent même pas à ça comme faisant partie de leur processus pour faire avancer leur projet? Pas exactement, et ce pour 2 raisons. Premièrement, je reconnais qu'il y a beaucoup de façons d'y arriver. Et deuxièmement, je pense que beaucoup de gens qui disent qu'ils ne le font pas, en font en réalité beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Et j'ai toute une, j'ai une philosophie très forte à ce sujet. Et donc, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Donc je fais des recherches et je lis énormément parce que, premièrement, j'en ai envie. Je ne veux pas répéter les mêmes erreurs qu'ils ont faites. Et on peut vraiment trouver des erreurs récurrentes. Et c'est comme, d'accord, ne fais pas ça. Donc, j'apprends une stratégie. Deuxièmement, il y a cette phrase qui dit que tu es la moyenne de tes 5 amis les plus proches, ou de tes 5 meilleurs amis. J'ai l'impression d'être la moyenne des 5 personnes que je lis et auxquelles je pense le plus. Et donc ça m'aide vraiment. Troisièmement, si j'étudie comment les autres font les choses, et les grandes choses qu'ils ont accomplies, les choses vraiment innovantes qu'ils ont faites, ça change complètement ma façon de voir les choses. Donc par exemple, quand Roger Bannister a franchi la barre des 4 minutes au mile, les gens se sont dit waouh, tu l'as fait. Et puis en 5 mois, 4 autres gars l'ont fait aussi. Et il y a une raison à cela, c'est que lorsqu'une personne voit ce qui est possible, elle a foi, elle a de l'espoir, elle travaille un peu plus dur, et ça finit par devenir la norme. La raison pour laquelle j'ai vécu à San Francisco, c'est que j'ai pas mal d'amis qui sont vraiment importants dans le monde des affaires. Et à ce stade, c'est devenu normal pour moi. Donc, quand je pense à ce que je peux accomplir, ce n'est plus est-ce que je peux le faire, c'est plutôt est-ce que j'en ai envie. Si j'en ai envie, je peux le faire. Je peux réussir ça parce que c'est juste normal, tu vois, c'est devenu banal pour moi. Et c'est pour ça que je fais énormément de recherches et que j'apprends des autres. Et aussi, ça m'inspire, même si ça peut paraître un peu léger, mais ça me motive et ça m'inspire. Ça me fait du bien. Et probablement, en parlant de ça, je veux dire, toute personne qui est restée aussi longtemps dans l'interview est d'une manière ou d'une autre un peu similaire dans le sens où elle essaie de comprendre ce que font les autres. Mais toi aussi, c'est amusant. Je trouve ça amusant. C'est juste marrant pour moi. Ouais. Mais quand tu donc tu as dit que tu penses que les gens qui disent qu'ils ne font pas ça ou qui ne le reconnaissent pas, peut-être qu'ils ne s'en rendent tout simplement pas compte ou qu'ils n'y pensent pas de cette façon. Peux-tu développer là-dessus? Ouais. Donc, mon ami Gagan a lancé cette entreprise appelée Udemy. Et maintenant, il a cette nouvelle entreprise qui s'appelle Maven. Nous avons interviewé son cofondateur Wes dans l'émission. Ouais, elle est adorable. Elle est géniale. Et Gagan avait l'habitude de me taquiner. Il disait mec, tu fais tellement de recherches. Et je lui répondais frère, moi je. Comment s'appelait le concurrent d'Udemy? J'ai oublié leur nom. C'est une grande entreprise de cours. Mais je me demandais, quel était le chiffre d'affaires de Teachable? Et il m'a dit, et j'ai demandé pourquoi ils ont aussi bien réussi. Et il m'a expliqué, ou j'ai demandé, tu sais en quoi ils étaient différents d'Udemy? Et il m'a répondu, et j'ai demandé, et Udacity alors, comment ils s'en sortent? Et il savait exactement comment ils s'en sortaient et quel était leur chiffre d'affaires. Et il m'a dit, il était genre, mais la raison pour laquelle ils sont différents de nous, c'est qu'ils ciblent le. Et j'étais là, mec, tu fais vraiment des recherches sur tes concurrents. Tu vois, t'es vraiment au courant, tu sais ce qui se passe. Donc en fait, on fait un peu la même chose. Et il m'a dit, eh bien, je n'avais pas vu les choses comme ça. Alors j'ai répondu, eh bien, c'est exactement la même chose. Donc, comme beaucoup de fondateurs, ils savent, si tu es au courant, tu sais ce que fait impossible, tu sais pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mauvais, pourquoi c'est différent, pourquoi ça pourrait être génial, peu importe. Tu es au courant de tout ça. Donc l'un des Foi. Donc c'est la même chose. Donc, l'une des leçons intemporelles que la plupart des entrepreneurs doivent apprendre à un moment donné, c'est de se concentrer et de ne pas essayer de faire 10 expériences différentes et de tout faire en même temps alors qu'une chose fonctionne. Et si tu mets vraiment le paquet là-dessus, tes revenus vont augmenter. Les ventes règlent tout, ce genre de choses. Inévitablement, tu as dû apprendre cette leçon à un moment donné au cours de la dernière décennie en construisant des entreprises. Mais maintenant, tu as le podcast, tu as la structure de Earnout ou peu importe comment c'est organisé chez HubSpot qui fait que tu restes. Mais comment as-tu essayé de gérer ta concentration dans une situation où il n'y a peut-être pas le même impératif financier pour devoir trouver une solution? Et tu as en fait les ressources et le temps pour mener toutes ces différentes expériences et explorer des choses. Je fais pas tant d'expériences que ça, même si je sais que beaucoup de gens pensent que c'est le cas. Mais en gros, quand je dirigeais The Hustle, on n'avait même pas de page Twitter pendant les 2 premières années. On avait une réunion chaque semaine, on l'appelait la réunion des chiffres. Et c'était juste, parlons-en, est-ce que notre liste d'emails a augmenté de 3% cette semaine? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'était tout ce qui m'importait. C'est tout ce qui m'a importé pendant 4 ans. J'étais très très bon pour rester concentré. J'étais du genre, non. On est comme Herb Keller, le fondateur de Southwest. Il disait, on va être la compagnie aérienne la moins chère. Et quelqu'un est venu le voir en disant, est-ce qu'on devrait proposer une salade? Et il a répondu, est-ce que ça va nous aider à être une compagnie aérienne bon marché? Et eux, non. Alors il a dit, alors non, on ne le fera pas.
Pour nous, tout tourne autour de la compagnie aérienne à bas coût. Donc je suis devenu vraiment doué pour dire non tout le temps, honnêtement. Et tu te concentres juste sur cette seule chose. Et ça a vraiment bien marché. Parce que si tu regardes, pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens maintenant, comme Warren Buffett ou quelqu'un comme ça, ou peu importe, un magnate qui est riche et qui a des intérêts dans plein de domaines différents. Mais si tu essaies de revenir en arrière et de regarder comment beaucoup de gens ont fait leur premier capital qu'ils ont pu faire fructifier, je veux dire, obtenir ce premier pactole, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Cette première chose, généralement, c'est un peu comme la règle du 80-20, où tu accumules peut-être un peu grâce à d'autres trucs, mais 9 fois sur 10, la grande majorité vient d'une seule chose. Et donc, j'ai compris ça. Et je me suis dit, d'accord, il faut juste que je me concentre sur cette seule chose qui va me rapporter assez d'argent pour que je n'ai plus jamais à m'inquiéter de l'argent. Et après ça, peut-être que je pourrais passer du temps à explorer et à m'amuser. Et ensuite, je trouverai la chose que j'aime vraiment et je pourrai tout donner et me concentrer là-dessus. Tout ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être fait à fond. Je pense qu'il faut se concentrer. Et en gros, il faut simplement dire non à tout le reste. Et après avoir accompli cela, donc, nous avons interviewé un entrepreneur qui avait une histoire très similaire. Il a construit une entreprise de robotique pendant 8 ans, jour et nuit. C'était tout pour lui. C'était une telle concentration qu'il a fini par réussir. C'était incroyable. Il a passé 6 ans sans perdre un seul employé, simplement grâce à la culture qu'il avait instaurée et à l'engagement obsessionnel qu'il avait envers ce qu'il construisait. Et puis, ils vendent l'entreprise et ils se retrouvent à la dérive. Ils se sont littéralement perdus parce que dans ton cas, il n'y a pas eu la réunion des 3% où je sais que c'est ce chiffre-là. Ça définit peut-être pas si j'ai passé une bonne semaine ou non, mais ça influence quand même fortement le fait que ce soit une bonne semaine pour nous. Est-ce que tu as ressenti ça même si, tu sais, je crois qu'il a vendu l'entreprise pour 275 millions de dollars ou quelque chose comme ça? C'est quand même une perte, en partie, de la façon dont ton identité était structurée, en partie de la manière dont tu... Eh bien, je le fais toujours. Donc, la première année après, ça ne fait qu'un an et un mois ou quelque chose comme ça depuis qu'on a vendu. La première année, je me suis dit, je vais juste me concentrer sur mon corps. Donc, tout tournait autour de ça. J'avais des objectifs pour mon corps. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai juste transféré ça vers autre chose. Je me suis dit, je vais pas du tout me concentrer sur le business. Tout ce que je vais faire, c'est le podcast. Et tout ce que je vais faire, c'est m'occuper de mon corps, me remettre en forme. Et puis j'ai commencé à faire de l'investissement en tant que business angel. Et ensuite, je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, d'accord, il faut investir autant de capital. Donc j'ai fait la même chose, encore et encore. Maintenant, je suis un peu en mode exploration, où je suis simplement mon cœur. Je fais juste ce qui me semble amusant. C'est comme un chien qui marche dans la rue. Il sent quelque chose, il va explorer. Donc je lis beaucoup, je me détends parce que je sais que je suis... Tu vois, est-ce que tu as déjà rencontré un vétéran, tu sais, un soldat? Oui, j'en ai dans ma famille. Et souvent, les gens avec qui j'ai traîné, au moins, ils disent que c'était vraiment dur. C'était effrayant, mais mec, ça me manque. Et c'est comme ça que je me sens, je me dis, j'étais épuisé, j'étais fatigué, j'avais besoin de temps libre, j'avais besoin d'une pause. Mais très bientôt, je vais repartir, je vais retourner à la guerre, encore une fois, juste parce que j'en ai besoin. J'aime juste me battre. C'est juste amusant, tu vois. Donc je vais finir par le faire. Et maintenant, je prépare mon coup. Je prépare mon coup. Je lis, je m'informe et je me prépare. Donc en ce moment, je ne suis pas vraiment concentré sur autre chose que ça. Et c'est aussi probablement, dans une certaine mesure, tu sais que tu as les capacités opérationnelles et d'exécution et identifier l'opportunité 10 sur 10 par rapport à l'opportunité 2 sur 10, là où il y a le levier pour que ça se réalise, c'est une grande partie de tout ça. Et je continue quand même à saisir quelques petites opportunités à 2 sur 10, juste pour garder mes compétences affûtées. Par exemple, j'ai lancé un petit cours de copywriting. Il coûte seulement 89 dollars et ça cartonne. Donc je gagne environ 1000 dollars par jour. Et les gens me demandent pourquoi tu vends ce truc à 89 dollars. Et je leur réponds, je dois rester affûté. Tu vois. Donc je fais des petites choses comme ça. Qu'est-ce que tu as dû te rappeler ou apprendre pour vendre ce cours à 89 dollars? Eh bien, eh bien, Je voulais revenir à la rédaction publicitaire. Tu peux le trouver. Si tu vas sur trycopysat.com, j'ai essentiellement appris seul à devenir rédacteur publicitaire en utilisant cette méthode d'apprentissage appelée Copywork, qui n'est pas très populaire, mais que je pense être la meilleure. Donc j'enseigne simplement cette méthodologie aux gens, et au bout de 2 semaines, ils deviennent bien meilleurs en écriture. Et vous pouvez voir la page de destination. C'est juste du texte. Et je voulais voir si j'étais capable de faire ça. Je me suis dit, voyons si je peux atteindre un taux de conversion de 4% sur cette page de destination. Et c'est le cas. Et ça me procure tellement de joie. J'éprouve plus de joie à faire ça qu'à vendre une entreprise pour beaucoup d'argent. C'est drôle. Je pense que c'est édifiant et que beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. C'est vraiment une question de parcours, de bricolage et d'exploration. Ouais. Moi, je me réveille au milieu de la nuit juste pour vérifier le taux de conversion sur Shopify. Juste pour voir ce que c'est.
L'une des choses qui paralyse les gens quand ils veulent commencer de nouveaux projets, c'est de s'inquiéter des outils. Par exemple, je veux commencer à faire des vidéos, mais quelle caméra choisir? Ou je dois créer un site web, mais quel fournisseur prendre? Et tu as vu les outils qu'il faut pour atteindre des millions d'abonnés à la newsletter de The Hustle et ce genre de choses. Donc, et tu as mentionné Shopify ici, qui est une plateforme très robuste et importante pour vendre des choses en ligne. Aujourd'hui, comment réfléchis-tu aux outils que tu utilises quand tu construis quelque chose? Et qu'est-ce que tu optimises vraiment en te disant ça, c'est vraiment important, et à l'inverse, ça ne fait vraiment pas la différence? Donc j'ai du mépris pour les gens qui font ça. Par exemple, les personnes qui collectionnent les noms de domaine, ça m'énerve. Les gens qui disent je ne peux pas faire ça sans ce nom de domaine. Donc le truc de copie que je t'ai montré, j'ai gagné 20 000 $ avec au début. Et je l'ai même pas tweeté. Je suis juste allé dans des groupes Facebook et je l'ai posté. Les gens ne savaient pas qui j'étais. Et c'était sur une page Gumroad sans URL personnalisée et ça a rapporté 20 000 $. 20 000 $. Et donc je fais ça exprès parce que je me dis que je n'ai pas besoin d'outils sophistiqués. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est complètement inutile. Maintenant, si je crée une entreprise et que je sais qu'elle va devenir grande, et je le sais parce que j'ai un peu d'expérience et ce genre de choses, alors oui, choisir les bons outils dès le début est important. Mais pour la grande majorité, c'est même pas si important parce qu'on peut toujours changer par la suite. La plupart du temps, vous pouvez changer d'outil. Mais pour la grande majorité des gens, en fait pour pratiquement tout le monde qui écoute ceci, je dirais même que peu importe ce que vous utilisez. Peu importe si vous utilisez ConvertKit, Mailchimp, ça n'a absolument aucune importance. Peu importe si vous enregistrez avec votre iPhone ou avec cette caméra sophistiquée que j'utilise. Ça n'a absolument aucune importance. Et dans 9 cas sur 10, je dirais, utilisez votre téléphone portable. N'utilisez même pas de caméra, parce que mon objectif est double. Premièrement, je veux réduire les obstacles. Donc si je n'arrive pas à comprendre comment télécharger une vidéo depuis cette putain de caméra, ce que je ne sais pas faire, je n'enregistrerai tout simplement jamais. Je me dis, bah, c'est trop compliqué, je sais pas comment faire ça, j'ai dû payer un gars pour venir installer tout ça, je comprends rien à tout ce bazar, mais ce que je sais, c'est utiliser mon téléphone et dire des trucs cool devant une caméra. Et ça, je l'ai déjà fait. Et donc, j'aurai des vues, parce qu'il n'y a aucun obstacle entre moi et la création. Donc je cherche à avoir zéro friction. La deuxième chose, c'est l'élan. Donc si j'ai une idée et que je veux la réaliser, je dois la poursuivre en quelques minutes. Et s'il y a quoi que ce soit qui freine mon élan, je ne le fais pas. Donc parfois, quand tu achètes un nom de domaine et que tu veux le configurer sur WordPress, ça prend genre 20 minutes. Non, non, laisse tomber. Je vais juste utiliser, tu sais, un nom générique.squarespace.com. C'est tout ce que je vais utiliser. Et ça va très bien marcher. Donc tu vois, je me force vraiment constamment à réduire les obstacles et à créer de l'élan. Et je ne supporte pas quand les gens disent qu'ils ont besoin d'un certain type de technologie pour commencer. Je pense que ces gens-là sont des perdants et que c'est une mentalité de perdant. Et il faut vraiment sortir de cette mentalité. Amen. Sam, ça a été génial. Je voudrais commencer à conclure. Avant de poser mes questions habituelles de fin, qu'espérais-tu partager aujourd'hui que je ne t'ai pas donné l'occasion d'aborder? Vous pouvez me suivre sur Twitter, TheSampar. Suivez-moi sur Instagram, TheSampar. Je viens de lancer ce projet, Copysat. Donc essayez, copysat.com. Dites-moi ce que vous en pensez, je le promeux. Rien. Et bien sûr, écoutez My First Million. C'est mon podcast. C'est vraiment mon plus gros projet en ce moment. Mon co-animateur, Sean, et moi, on cartonne. On fait vraiment du bon boulot. Écoutez ce podcast. Tu as dit que c'était l'une des choses les plus difficiles que tu aies jamais eu à développer. Qu'est-ce que tu dirais à Sam d'il y a 2 ans sur la façon de développer un podcast avec ce que tu sais maintenant? À part Engager Band. Ouais. Donc, franchement, je sais pas pourquoi ça a pris autant d'ampleur. Euh, donc, si tu me demandes comment prendre de l'ampleur, on est à 2 millions d'auditeurs uniques par mois maintenant, de téléchargements mensuels. Ce qui, je pense, fait de nous l'un des 5 podcasts business les plus écoutés. Et je sais pas ce qu'on a fait. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça a marché. Il y a quelques trucs qui ont fonctionné, mais je ne sais pas si ça a vraiment fait la différence. Je pense que ce qui marcherait et qu'on commence à faire maintenant, c'est d'acheter de la pub sur les podcasts des autres et de dépenser beaucoup d'argent en le faisant avec beaucoup de monde. Et je pense que c'est la manière la plus sûre de se développer. Le problème, c'est que si tu n'es pas bon, tu ne vas pas garder les gens. Avec les podcasts, c'est le format où il est le plus difficile de baratiner. Je peux faire illusion avec une marque DTC en créant de très jolies photos et en écrivant des textes accrocheurs pour te pousser à me donner tes informations de carte bancaire. Tu n'achèteras peut-être pas une deuxième fois, mais je peux t'amener à acheter la première fois. Avec une vidéo TikTok, je peux faire une vidéo de 30 secondes. C'est plutôt pas mal. Avec une vidéo sur YouTube, je peux faire une vidéo de 5 minutes. C'est plutôt pas mal. Mais créer 3 podcasts par semaine, qui durent chacun 1 heure, tu ne peux pas vraiment cacher ce qui est mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois vraiment assurer, tu dois être vraiment talentueux, vraiment compétent et bon. Et je pense que c'est notre cas. Sean, mon partenaire, est très 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 talentueux. Et donc c'est pour ça que c'est difficile de se développer parce que tu ne peux pas faire semblant.
alors que sur beaucoup d'autres choses, tu peux faire semblant. Tu penses que c'est aussi lié au copywriting où le fait d'être un bon copywriter à l'écrit se traduit par tes compétences en tant que podcasteur? Oui, clairement, à 100. C'est pour ça que je pense que c'est la meilleure chose que les gens peuvent apprendre. En gros, tout ce que tu essayes d'apprendre, c'est comment influencer les gens. Et on essaye tous d'influencer quelqu'un. Donc oui, c'est vraiment important. Eh bien, on va mettre tous ces liens numériques dont tu as parlé dans les notes de l'épisode. Les gens pourront aller voir. Mais avant de te laisser partir, Sam, j'aimerais te donner une dernière fois la parole pour lancer un défi personnel concret à notre audience. À quel moment de la journée cet épisode sort-il généralement? Le lundi matin. Super. D'ici lundi soir, tu dois avoir tout terminé. Si tu l'écoutes mardi, tu dois absolument tout finir avant la fin de la soirée. Fais une liste d'au moins 50 personnes, pas moins de 50 de personnes avec qui tu aimerais te retrouver dans une pièce, que ce soit pour apprendre d'elles, faire des affaires avec elles, devenir ami, sortir avec elles, peu importe. Fais une liste de 50 personnes et fais-le dans un tableur. Dans la première colonne, mets les noms. Dans la deuxième colonne, mets les adresses email et trouve leurs emails ainsi que leur pseudo Twitter. C'est vraiment facile. Tu peux utiliser des outils comme EmailFox, Email Hunter ou simplement un plugin pour trouver des emails. C'est très simple. Trouve leur adresse email. Et ensuite, dans la troisième colonne, mets message envoyé. Et fais ça environ 8 fois. Ce que tu vas faire, c'est envoyer un email à froid à ces personnes et leur envoyer un message privé sur Twitter. Et tu vas mettre un X s'ils n'ont pas répondu. Et si tu as eu une réponse, tu mets a répondu et tu ajoutes des notes sur ce qui s'est passé. Tu vas faire ça avec 50 personnes. Et tu ne vas pas arrêter de les relancer tant qu'ils ne te disent pas clairement d'aller te faire voir ou simplement non. Donc, s'ils ne répondent pas jusqu'au huitième message, ce n'est pas grave. Continue, tu continues et tu mets ces X à chaque fois et tu commences à le faire dès aujourd'hui. Tu fais un suivi avec eux tous les 2 jours jusqu'à ce qu'ils te disent d'aller te faire voir. Et c'est exactement ce que tu devrais faire. Je pense que ça va changer ta vie. Et quand tu auras fait ça, pour ne pas gâcher l'opportunité avec ces personnes que tu veux vraiment rencontrer, quel est ton... J'imagine que c'est très différent si c'est quelqu'un que tu veux fréquenter ou quelqu'un avec qui tu veux faire des affaires, mais quelle est ta stratégie pour qu'ils ne se disent pas juste c'est un type bizarre? Si je n'ai pas un objectif précis, comme je veux que cette personne me donne de l'argent, la réponse pour moi, dans la plupart des cas, c'est qu'inévitablement, à un moment donné dans notre carrière je veux que cette personne me donne de l'argent. Je veux lui donner de l'argent. Je veux faire des affaires avec eux. Je veux apprendre d'eux. Donc, la plupart du temps, quand je fais ça, j'essaye juste de me faire remarquer par quelqu'un. Et toi, si tu es jeune et que tu as moins de 30 ans, tu as un énorme avantage ici. Parce que les gens qui ont réussi aiment et admirent les jeunes, qui essaient simplement de bosser dur et de faire avancer les choses. Donc, si tu écris un email flatteur à une personne plus âgée qui a réussi et que tu lui fais savoir, au fait, voici sur quoi je travaille, les choses se passent bien. Tu sais, j'ai même pas besoin d'une réponse de ta part, mais je vais t'envoyer un email toutes les 2 semaines juste pour te donner des nouvelles sur ce sur quoi je travaille. Et peut-être que ça va te plaire. Et juste recevoir une réponse du genre ouais, d'accord, ça a l'air bien. J'ai fait ça avec des dizaines de personnes. Et au bout de 6 ou 8 mois, ils disent je suis en ville, tu veux qu'on se voit? Oui, bien sûr. Et maintenant, je suis très ami avec beaucoup de ces personnes. Et puis, tu vois, j'ai fait ça avec le gars qui a lancé Guilt, Business Insider et MongoDB. Et je leur envoie des mails tout le temps. Je lui dis Kevin, quoi de neuf, mec, j'ai une question à te poser. Ou il va me dire quel est ton avis sur X, Y et Z? Maintenant, on est amis et maintenant, on est associés. J'ai fait ça avec le fondateur de Pandora. Je lui ai envoyé des mails genre 50 fois avant qu'il ne réponde. Maintenant, on sort dîner avec nos familles. Donc, tu vois, ça marche vraiment bien. Exactement. Eh bien, entre initiés, cette année, j'ai été le plus méthodique concernant les personnes avec qui je voulais parler dans le podcast. Tu étais sur cette liste et on continue à les cocher jusqu'à la fin de l'année. Donc, on verra ça pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois grâce à Sam. Vous pouvez aussi vous abonner ici pour suivre tout ça. Mais je pense que c'est un défi fantastique. Tout le monde devrait le relever. Génial. Espérons que ça marche. Merci d'être venu sur le podcast, mec. Je t'en remercie vraiment. Pas de problème. J'espère que ce sera un carton. On vient d'avoir une discussion approfondie avec Sam Parr. J'espère que tu n'es pas là. Passe une excellente journée. Hey, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de mon interview avec Sam Parr. Si tu es intéressé par une interview avec un autre grand spécialiste du marketing digital, regarde notre récente interview avec Tucker Max, entièrement consacrée au concept Doomer Optimism. Tucker était l'un des premiers investisseurs dans l'entreprise de Sam, de Hustle, et il a lui-même connu de nombreux succès en tant qu'entrepreneur et écrivain. Va jeter un œil.